Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous interviewons à nouveau Anthony Rea. Je dis à nouveau parce qu'on a fait une première interview sur la prépa physique qui est juste là-haut si vous l'avez manqué. Bonjour Anthony, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler de préparation mentale. On avait déjà un peu abordé le problème, on a parlé un peu de motivation, de charge mentale. On va continuer à développer tout ce thème et on va commencer tout de suite. Au niveau de motivationnel, qu'est-ce qui t'a motivé à passer de quelque chose qui était relativement traditionnel au MMA? Alors tu as déjà un peu répondu à la question, pour toi c'était la continuité logique. C'est Euh, ça. mais qu'est-ce qui t'a motivé à passer le pas, c'est-à-dire que tu es devenu professionnel et tu étais en amateur, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à passer du coup en professionnel? Moi aussi, dans mon époque, c'était un tout petit peu différent. C'était beaucoup plus, même d'ailleurs maintenant, hein, le milieu du MMA est quand même un milieu très récent, très nouveau, qui n'est pas du tout régi par des codes qu'on peut voir habituellement, même en boxe, hein, par exemple. Alors, après, il faut pas se mentir non plus. À l'heure actuelle, il y a quasiment tout le monde qui peut en fait aller combattre en professionnel à MMA, hein. Il y a pas, enfin, voilà, c'est un peu au bon vouloir de chacun. Il n'y a pas de façon d'organisme externe qui gère ça. Ce qui va changer justement, du moins en France, et je trouve que c'est une bonne chose, c'est par rapport donc depuis que le MMA a été reconnu Mhm. par le ministère. Donc ils sont en train de mettre en place ce système-là avec un système assez calqué sur la boxe anglaise qui me paraît assez logique, avec on va dire une des classes B, un nombre de victoires à acquérir en classe B qui permettra de passer en classe A, donc qui est amateur, sans casque, etc., qui ensuite, au bout d'un certain nombre de victoires, pourra éventuellement prétendre, si la personne en a envie, à accéder au statut professionnel. Donc Mhm. ça, on va dire, c'est le parcours logique qu'on peut avoir au niveau du MMA. Pour moi, c'était un tout petit peu différent, oui, effectivement, comme je te l'ai dit, c'était un peu une suite logique pour moi. Euh, mais je vais être honnête, moi à l'époque, on m'aurait dit, moi quand j'ai connu ça, on parlait pas, ouais, si début des années 2000, un peu professionnel, mais Mhm. bon, c'était pas on va dire le sport business que c'est devenu Ouais. maintenant. Moi, très sincèrement, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller combattre. Mhm. Moi, après, qu'on me dise qu'en fait, à la base, c'était professionnel ou amateur, ben voilà, je veux dire, demain, on m'aurait dit c'est comme ça, mais je compare à quelque chose que je connais un peu et enfin, que, que je peux juger. Euh, voilà, c'est comme si le gars qui va faire les championnats du monde de karaté Kyokushinkai, est-ce qu'il se préoccupe de savoir si c'est professionnel ou pas? Mhm. Non, le Bien mec, il sûr. va aller faire ses championnats du monde de Kyokushinkai à Tokyo devant maintenant Matsui. Donc, non, mais l'idée, c'était un peu la même, quoi. Mhm. Après, pour moi, professionnel, voilà, ça a été, on va dire, peut-être la cerise sur le gâteau, mais ça aussi, c'est pareil. Je pense que il y en a beaucoup maintenant, des fois, qui font fausse route. Ils se trompent, en fait, ils se trompent, en fait, d'orientation. À la base, je pense on fait le sport par passion. Mhm. On pratique ce qu'on pratique par passion. Le fait que ce soit professionnel ou pas, pour moi, c'est pas ça qui devrait me motiver. Je suis bien Voilà. d'accord. Voilà. Parce que même quand je compare avec d'autres sports, le foot, oui, alors parce que tout le monde prend un exemple, le foot, effectivement, il y a énormément d'argent qui peuvent être donnés dans le foot. Maintenant, si je ramène peut-être tout ça au nombre global de personnes qui jouent au foot, ou même qui sont licenciées au foot, je pense qu'on reste quand même toujours sur une petite partie de pourcentage de personnes qui vivent de leur activité. Bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr, si la personne fait partie de ce groupe de tête, ben, je suis content pour lui. Mhm. Mais entre guillemets, pour moi, la motivation, elle peut pas être là. Mhm. Et surtout dans les sports de combat, faut pas se mentir. Les sports de combat, c'est quand même particulier. Tu peux, on va parler franchement, tu peux en prendre plein la tronche. Parce que les gens, moi,
Oui, tant que tu mènes et que tu prends pas de coups, c'est bien, hein. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est quand tu vas ramasser. Quand tu prends un KO et que tu as 3 mois ou 6 mois d'arrêt, Voilà, exactement. Ou même des fois pire, en fait, quand tu ramasses, qu'en ouais. fait, tu vois, tu prends pas forcément un KO sec, Hmm. mais qu'en fait, tu es bien conscient de ce que tu en fait, que tu es en train de ramasser. Moi, je connais des combattants, ça allait très bien tant qu'ils n'avaient pas perdu. Le jour où ils ont perdu, plus jamais remonter dans un ring ou une cage. On va revenir sur ça dans 2 secondes, mais moi j'ai une question, c'est le moment où tu choisis de passer professionnel, c'est-à-dire que tu choisis ça comme choix de vie, comme mode de vie. Et là, c'est quand même un danger, parce que c'est l'insécurité, surtout que Ah ben, ben, c'est quelque chose qui se monte. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête qui te dit, bon allez, bingo, j'y vais. Comment ça se passe dans ta tête pour oser? en fait, je me suis donné les moyens. En fait, moi, assez tôt, je me suis dit, moi, je vais me dédier. En fait, je voulais me dédier. Ma vie allait se dédier aux arts martiaux. En Tu l'as fait, su voilà, tôt, pour moi, tu le savais tôt. voilà, c'était assez tôt. Donc, après mon aventure, je suis monté à Paris, donc une paire d'années en tant qu'étudiant. Euh, quand je suis redescendu dans le sud, j'avais déjà gagné plusieurs compétitions, donc en Kenpo et Pankido. Je voulais donc continuer à aller le plus loin possible. En fait, c'était un challenge personnel, voilà, essayer d'aller le plus loin possible. J'ai j'ai mis les choses de mon côté. Alors, j'étais étudiant en histoire, ben, je suis passé de étudiant en doc d'histoire, je suis passé à portier en discothèque. Ah oui, mais quand il n'y a pas le choix, Et oui, mais je crache pas dessus. Déjà, c'est... ça m'a permis, même si j'ai pas eu forcément la plus grosse expérience à ce niveau-là, mais j'ai bossé pendant 4 ans. J'ai pu constater voilà, tout ce qu'il fallait, tout ce qui pouvait se passer des fois en termes martial Hum, au niveau des portes de discothèque. Et hum, puis, deuxièmement, moi, en fait, c'était une activité qui me prenait que le week-end. J'avais la semaine de libre. c'est ça. Et en fait, grâce à ça, je pouvais m'entraîner. Voilà, j'ai libéré mon temps. En fait, voilà, c'était un choix. C'était pas une passion. Hein. J'ai pas fait portier par passion. Non, mais c'est un très bon choix. Il y a beaucoup de professionnels de la sécurité ou plus tard qui sont Exactement. passés par ce métier. Oui. Je pense à Aton qui a écrit le livre GIGN, Confession d'un Obs, qui est passé par là. Enfin, il y en a plein. Jean-Pierre Vigneault. Enfin, Ah oui, 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 non, mais de toute façon, voilà. Donc, il y a eu ça. Après, il y a eu la deuxième partie quand je me suis lancé vraiment un peu plus en professionnel. Bon, après, il y a eu le choix. Ma compagne, en fait, a voulu reprendre ses études à l'époque, hein. Donc, on est parti en fait sur la région toulousaine. On a repris elle en droit. Moi, en fait, je l'ai suivi et en fait, je suis resté dans cette optique-là, mais en même temps, sans vouloir travailler dans la sécu. Donc, hum, je vais être honnête, j'ai mangé mon pain noir pendant quelques années. ouais. Ça a été très compliqué. C'était du bricolage, trouver quelques sponsors aussi, un peu de boulot. Après, j'ai fait des choses aussi qui vraiment me plaisaient, hein. J'ai écrit aussi quelques piges pour quelques articles, quelques piges donc, pour les revues, pour le groupe Karaté Bushido, Hum, Combat Bushido, Karaté Bushido. Euh, on se débrouillait, voilà. hum. On est arrivé, mais ça a été beaucoup de sacrifices. Voilà, dans tous les cas, ça a été beaucoup de sacrifices pendant bien 3, 4 ans, jusqu'à ce qu'on va dire les choses se lancent un peu plus et que je sois un peu plus serein. Et comment on fait pour rester motivé dans des cas comme ça? Parce que, bon, c'est quand même pas évident. Tu gagnes pas bien ta vie, tu es obligé de faire des petits boulots à côté. Au début, ben, forcément, tu vois des petits résultats, mais ça prend du temps à se mettre en place. Comment tu restes motivé? Je sais pas comment dire, moi j'étais vraiment focalisé sur l'objectif. Après, voilà, je me disais, bon, si vraiment j'y arrive pas, bon, mais il va falloir arrêter au bout d'un Hum, moment, parce que bon, voilà, faut être au bout d'un moment quand même lucide. Je me disais pourquoi je n'y arriverai pas. Je pense en avoir les capacités. Il faut se donner aussi, aussi les moyens. Et non, ça a été de toujours garder la motivation et en fait avoir foi en moi-même. hum. Voilà, parce que si de toute façon, au bout d'un moment, toi-même, tu crois pas en toi, c'est pas les autres qui vont l'avoir. Et puis, je pense que ça transpire. Oui. Je pense qu'en fait, quand tu vas voir quelqu'un ou même que tu vas voir un sponsor, euh, je pense qu'il y a un langage non corporel, des attitudes qui font que, bah, en fait, la personne voit qu'en fait, déjà, toi-même, tu as déjà déposé les armes. Donc, si toi, tu as déposé les armes, Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 90% de non-verbal ou un truc comme ça qui passe. c'est ça.
Je pense que si toi, déjà, dans ta tête, tu as déposé les armes, comment veux-tu que la personne en face de toi elle te dise, ouais, putain, ce mec, il est bien, il faut que je l'aide, il a l'air super motivé. Ben non, si déjà toi, t'es pas super motivé et que tu crois pas. Alors, je suis un peu partagé, moi, sur ce. Je fais une petite parenthèse, mais je suis un peu partagé des fois sur ce côté-là. Parce que des fois, d'un autre côté, alors aussi, ça dépend des générations, j'ai des jeunes qui se disent, je veux me lancer, être combattant professionnel. Alors, d'un côté, je leur dis oui, mais d'un autre côté, ne négligez pas le reste. Ne négligez pas le reste. Si vous faites Mmh. des études, faites vos études. Mmh. Menez au début les deux trucs, si possible, vos deux objectifs en parallèle. Mais pour moi, ne privilégiez jamais le côté sport au côté, entre guillemets, normal. Dans le sens, je dis, pensez à une chose aussi. Là, moi, genre, j'ai aussi bouffé mon point noir parce que j'ai pas voulu tomber dans le côté, des fois, facilité, dans le sens, il faut que j'aille combattre parce qu'après, je peux pas payer mes factures. Mmh. Et ça, je trouve ça horrible, en fait. Je trouve ça horrible. Nous, on ne sommes pas des footballeurs. Mmh. On peut pas, on n'a pas un salaire qui tombe tous les mois. Nous, c'est au Ouais. contrat. Tu combats, t'es payé. Tu combats pas, t'es pas payé. Donc, Mmh. si tu combats pas pendant un an, eh ben, t'es pas payé pendant un an. Du coup, moi, je trouve que se prémunir et de pouvoir aller toujours dans le côté, c'est ma passion et j'y vais parce que j'ai envie de le faire. Je trouve que c'est bien d'arriver à garder ça et justement de ne pas se dire, ah ouais, moi je suis obligé, j'ai pas envie, hein. J'ai pas envie de me préparer, je suis pas bien, mais bon, il faut que j'y aille, hein. J'ai mes factures à payer. Non. Et c'est contre-productif pour la carrière en plus. Parce que ça t'oblige à accepter des combats qui seraient pas des bons moments, enfin des bons combats pour ta carrière. Tu peux servir de chair à canon, tu peux. C'est ça. C'est ça. Donc, tu vois, il faut trouver le juste milieu un peu entre tout. D'un côté, il faut se donner les moyens, et de l'autre côté, je pense en étant mesuré, en se disant, bon, voilà, il ne faut pas non plus que j'abandonne tout. Voilà, moi, je me suis une fois un jeune qui vient me voir, qui me dit, ouais, je joue au rugby, il était dans une très bonne école de formation, comme on dit, d'un club dans le sud de la France. Ah, je vais arrêter pour me lancer dans le MMA. Je dis, mais t'es un fou, t'es un fou, t'es un fou. Je dis, écoute, enfin, je t'es un fou. Si tu aimes vraiment le MMA et que tu sens que c'est ton truc, mais je veux dire, bon, il avait 16 ans, donc il a pas, c'est pas comme moi qui ai débuté le MMA où c'est arrivé quand j'étais déjà entre guillemets beaucoup Mm. plus vieux. Ouais. Bon, à la base, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est surtout le rugby qui est ta passion. Tu as peut-être plus de chances de vivre confortablement du rugby en France que du MMA. Hein. Ça c'est clair. Donc voilà, et puis ne néglige pas tout ce qui est à côté. Quoi. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui, on revient à ce qu'on parlait de l'iceberg sur la dernière interview, mais il y a des gens qui imaginent qu'en s'entraînant 3, 4 fois par semaine, c'est suffisant pour devenir professionnel d'un combattant, enfin combattant professionnel. Faut pas rêver non plus, les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. Oui, oui. Quelle est la place de la prépa mentale, toi, dans ta pratique? Est-ce que tu as eu un préparateur mental? Est-ce que tu t'y es intéressé? Moi, je m'y suis pas vraiment intéressé. J'étais un peu dans la vieille école, c'est-à-dire, voilà, tu te débrouilles tout seul, entre guillemets, puis voilà, faut pas être faible. Voilà, c'est comme ça. Qui peut avoir d'un côté, des fois, ses bons côtés, mais qui sont, moi, je dirais, très limités. Et comme je t'avais dit dans l'autre interview, moi, j'ai toujours essayé, en fait, de laisser le moins possible de place à l'inconnu. Hmm. En fait, c'est vrai que souvent, là, par contre, je dirais, ouais, c'est quand même souvent d'un côté, c'est l'ego qui ressort. C'est en fait, on n'ose pas. En fait, on se dit, ouais, mais en fait, donc, c'est un aveu de faiblesse. En fait, non, c'est qu'on peut constater que des fois, en fait, tu vas arriver sur un combat, tu es motivé, entre guillemets, tu es tellement motivé quand tu en deviens presque, je dis pas que t'es pas, ça peut arriver, mais tu te sens imbattable. Hmm. Et en fait, tu n'arrives pas, j'ai essayé moi d'analyser, me dire, mais en fait, comment ça se fait qu'un combat après, je suis pas dans cet état d'esprit. Hmm. C'est pas évident, ça à comprendre, hein. Voilà, et te dire, putain, et en fait, pourquoi? Il faudrait que chaque combat, je sois comme à l'autre. Celui-là, j'étais sur un petit nuage, j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver. Euh, donc c'est compliqué d'arriver à. Donc bon, au début, puis après, je pense quand même aussi, il y a un phénomène qui est si tu as bien fait aussi ta préparation, que tu t'es bien entraîné, que entre guillemets tu t'es fait mal dans le bon sens du terme, mais Hmm. que tu t'es fait mal à l'entraînement, que tu sais que tu as tout fait bien comme il faut, que tu as rempli toutes tes cases, que tu as suivi ta diète, que machin, je pense qu'aussi déjà mentalement, tu te dis bon voilà, je suis prêt, j'ai mis tout ce qu'il fallait de mon côté. Bon, je pense que ça déjà au Si niveau je loupe, mental, c'est pas ma faute, quoi. voilà, si tu sais que quand même déjà de ton côté, tu as mis des bonnes choses. Moi, après, sur les dernières années,
Et je suis vraiment arrivé tard, et ça, c'est un des regrets j'ai. Euh, En fait, assez bêtement, une connaissance dans le milieu du karaté, Mhm. en fait, qui était cinquième dan, je crois, à l'époque en karaté, qui est devenu sixième depuis, et qui en fait faisait aussi de l'hypnose. Il me dit, tu sais, bon, voilà, donc je, pour ne pas le citer, c'était Fred Zaner. Il me dit, mon fils fait du kickboxing, je lui en fais aussi dans ce cadre-là. Il me dit, tu sais, un jour, si ça te dit, il faudrait peut-être faire le test. Et donc, j'y suis allé, avec tous les a priori, surtout sur l'hypnose. Euh, et puis, euh, et puis, moi, j'ai été bien satisfait. Et sur les 2, 3 dernières années, là, ouais, trois bonnes dernières années, je faisais systématiquement alors pas toute l'année. Mhm. Bon, en même temps, je combattais quand même assez souvent, mais je faisais sur mes dernières semaines de préparation avant les combats, je faisais de l'hypnose. En fait, je faisais de l'hypnose euh, deux- une fois par semaine. J'en faisais une dernière séance la veille du combat, vu que je combattais dans Mhm. le coin, donc c'était pratique. Je combattais toujours vers chez moi, entre guillemets, Toulouse, Carcassonne. Enfin, bon, voilà, c'était faisable en voiture. Et en général, même, du coup, comme c'était pas très loin, ils venaient le jour J sur le combat, et je faisais une petite séance d'hypnose. En fait, en général, je combattais dernier combat de la soirée. Alors, par exemple, je combattais à 11h30 ou minuit. Et en fait, lui, entre 20h et 20h30, il me refaisait une petite séance d'hypnose. Et du coup, ces séances d'hypnose, ça se passe comment une séance d'hypnose? Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs Quand j'allais faire ma première séance, j'ai fait le test. En fait, lui, il m'a dit, il faut faire un test, voir si tu es réceptif déjà ou pas. Si t'es pas réceptif, bon voilà, ça sert à rien. Il y a des gens qui sont pas réceptifs, donc faut oublier. Moi, j'ai été bien réceptif. Voilà, parce qu'il m'a dit, écoute, si toi, par exemple, demain, tu vas sur un plateau télé qui a les trucs pour les séances d'hypnose, spectacle, il me dit, je pense que tu es dedans. Mesmer, là, ça y est, c'est bon, t'es dedans? C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, voilà, on a continué. Alors, moi, j'ai été assez surpris. Voilà, je pense aussi c'est beaucoup d'a priori sur l'hypnose. Alors, par contre, je suis pas très connaisseur par rapport aux méthodes utilisées ou pas. Mhm. Euh, Parce qu'apparemment, il y a plusieurs écoles Oui. dans l'hypnose. Mais en fait, moi, au début, quand j'ai fait ma première séance, je lui ai dit, en fait, en fait, j'ai entendu ce que tu disais. Mais oui, il me dit, moi, je ne cherchais pas à t'endormir. Il me dit, ça, c'est un autre état de l'hypnose. Il me dit, je cherche pas à t'endormir complètement et voilà, te faire lever un bras, danser, faire le kangourou, enfin, bon, qu'importe. Il me dit, c'était juste, en fait, de zapper ton côté du cerveau, en fait, qui essaye d'analyser ce que je dis, en fait, de rationaliser tout ça. En fait, j'essayais plutôt de zapper cette partie-là pour en fait parler directement en fait, à ton disque dur, à ton subconscient, en fait, qui lui était quelque chose, on va dire, de peu plus vierge, de plus facilement imprimable. Donc il me dit en fait c'est ça. Donc il me dit oui, il me dit tu as entendu ce que je t'ai dit, tu as entendu l'oiseau qui était passé pas loin. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Donc pareil, ma femme elle me dit mais alors qu'est-ce que tu en penses? Je dis, déjà, je ne sais pas, c'est pas véritablement quantifiable. Je dis, moi, dans tous les cas, en étant honnête, j'ai dit, au pire, si ça n'a pas marché, je me suis bien détendu pendant 1 heure. J'étais allongé, j'ai fermé les yeux, ça m'a fait une bonne séance de récup, j'étais super bien, on verra. Après, effectivement, d'une manière, on peut pas dire, encore une fois, voilà, c'est pas quantifiable Mm, bien réellement. sûr. Moi, je me sentais bien avant les combats, j'avais beaucoup moins de doutes, j'avais moins ce truc des fois voilà, qui peut faire ben, justement que tu te sentes pas bien ou pas. Ben, Pas serein, pas... Donc c'est là-dessus que tu as travaillé. Donc c'est la confiance en toi que tu as renforcé essentiellement? ouais, D'accord. ouais. Et moi, du coup, c'est vrai que j'attaquais les combats en étant un mélange, je trouve, sur les derniers, en étant déterminé et serein, calme à la fois. Je comprends. Hein. Et du coup, sans me poser des fois, pour ceux qui ont combattu, ou juste avant de partir pour le combat, tu peux avoir plein de questions qui se bousculent dans ta tête, ce qui peut être normal, hein, encore une fois. Mais là, en fait, j'avais beaucoup moins. En fait, j'étais en mode, voilà, je sais pourquoi j'y vais, voilà, je suis confiant, et Tu étais plus détaché. voilà. Et du coup, en général, ça se passait beaucoup mieux. Ouais, tu vivais mieux l'expérience, tu veux dire, quand tu dis ça se passait beaucoup mieux, tu vivais mieux l'expérience. Ouais, Ouais. ouais, Ça, c'est intéressant. Ouais. ouais. Merci pour ce retour, parce que c'est quelque chose de très intime, hein, de raconter des choses comme ça. Donc, merci de te prêter à ce jeu-là. Euh,
C'est donc tu as vécu l'hypnose. Est-ce que tu as essayé d'autres techniques de préparation mentale, méditation, routine? Routine, j'imagine que tu es comme tous les athlètes, tu dois avoir tes routines avant de monter sur le... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je crois que tous, on a tous nos petits trucs. Après, moi aussi, je suis. Alors, comme j'ai été aussi un peu des deux côtés, parce que j'ai été combattant, mais j'ai été aussi coach. Mhm. J'ai accompagné d'autres combattants, hein, des fois pro sur des combats, des élèves en amateur ou quoi que ce soit, ou certains en pro aussi. Moi, dans mes routines, et les gens qui sont dans mon coin, hein, c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir des gens dans ton coin qui te Mhm. connaissent. Déjà, qui savent détecter, en fait, par ton langage non corporel, tes attitudes, en fait, quand ça va ou quand ça va pas. Bien sûr. Euh, Il y en a qui, il y a des fois, entre guillemets, il faut qu'on te gueule un peu dessus. Il y a des Oui. fois, il faut qu'on te bouge. Il y a des fois, il Ok. faut qu'on te rassure. Voilà, il y a des fois, il faut qu'on te rassure. Et que les fois où il faut qu'on te rassure, il faut pas que tu tombes sur le gars, en fait, qui va te crier dessus comme du poisson point. Non, mais, et il y a ça. Et après, moi, je reste aussi, moi, j'étais parti dans par exemple, quand je coachais aussi des gars, et du coup, forcément, j'ai voulu le transposer forcément aussi pour moi. C'était dans le truc de la mise en confiance aussi avant le combat. Donc moi, par exemple, voilà, aussi le côté, j'apprends pas de nouvelles techniques juste avant les combats. Mhm. Je sais pourquoi je vais pas le faire, parce qu'en fait, ça peut me perturber. En fait, Oui. peut-être j'arrive pas à le faire. En fait, je me mets dans une situation d'échec avant de faire une épreuve. Donc ça, moi, pour moi, je trouve que c'est pas bon. Mhm. Bien sûr. Voilà. Et l'échauffement, je vais faire des trucs utiles par rapport si c'est un combat, une Mhm. stratégie, un combat bien précis, mais surtout des choses qui vont me mettre en confiance. Tu as des Des exemples fois, moi, d'exercices? non, mais par exemple, je vais pas. Moi, une fois, je tombe sur un exemple. Tu sais, des vestiaires sont souvent partagés. Hein, on est Mhm. plusieurs dans chaque vestiaire. Mais en fait, je vois un gars, il coach un autre, et en fait, il lui montrait que des trucs, en fait, que le gars ne savait pas faire. Hein. Des pas de retrait, des remises, des machins. Ouais, mais non, mais tu comprends. Puis, du coup, qui s'énervait un peu. Et j'avais envie d'aller le voir, dire, mais mec, t'es en train de bousiller en fait ton combattant. Là, ce qu'il faut, en plus, c'est un mec qui est stressé. Au contraire, il faut le rassurer. Mhm. Il faut qu'il se sente en fait hyper confiant, Mhm. hyper fort. Alors que là, tu es en train de le faire douter. Le mec, oh, dans 10 minutes, il rentre dans une cage. C'est Et ça. il faut, tu vois, faut aussi. Alors voilà, il y a plein de petites astuces. Puis j'ai pris des astuces aussi chez des d'autres coachs d'autres disciplines. Par exemple, des coachs en boxe, et des fois qui me disaient, bah, tu vois, l'échauffement dans une salle, le gars, bah, avec les pattes d'ours, je vais aller un peu plus encore contre ses mains. Donc, du coup, ça résonne fort. Mhm. Alors, il me dit, c'est pas qu'il tape plus fort que d'habitude, mais lui, c'est ce qu'il va croire. Mhm. Et en fait, du coup, le type, c'est, ouais, putain, ce soir, ouais, j'ai la Oui. foudre dans les mains. Et voilà. Et en fait, tu vois, ça participe à un processus. Et moi, je me disais, voilà, j'étais plus dans ce truc-là, quoi. Voilà, c'était suivre les procédures d'échauffement comme il se doit, Mhm. faire ce qu'il faut s'il y avait des choses à répéter au niveau stratégique, tactico-technique, etc. Mais après, c'était le renforcement positif au mental pour que le mec il se dise, mais en fait, ce soir, je suis indestructible. Quoi. Ce soir, voilà, je suis un mélange de Wolverine avec Superman et je ne sais plus à côté. Voilà. Non, mais l'idée, elle est là. Et en fait, j'essayais même pour moi, c'était de reproduire ça. Et Excellent. les gens qui étaient avec moi, en général, c'était mon frère d'ailleurs, et dernièrement, c'était mon frère donc, et Julien Bexon pour la partie un peu striking. Et, euh, et en fait, on était sur cette truc-là. Voilà, Mhm. après, c'était mon frère. Et mon frère, c'est mon frère, il me connaît, il sait quand est-ce que des fois il fallait un peu me rassurer avant un combat, ce qui est normal. Il pratique aussi, Euh, ton frère? oui, mon frère est pratique, était compétiteur aussi. Après, il a eu un bon long moment d'arrêt et un peu revenu sur la fin, entre guillemets, fait sur la fin, il y a quelques années. Mhm. Euh, et après, voilà, il savait quand est-ce que l'attitude qu'il fallait avoir avec moi. Pendant quelques temps aussi, au tout début, j'avais Christophe Milou, qui était aussi le coach de Georges Saint-Pierre, qui était très très bon, qui a toujours été très bon. D'ailleurs, j'y avais dit déjà avant, alors qu'il était déjà combattant, hein, Mhm. en fait, qu'il était encore combattant. J'ai dit, franchement, Christophe, tu as quelque chose à faire à ce niveau-là parce que il a toujours été très bon là-dessus, très lucide. Mhm. Mais en même temps, voilà, avant les combats, il savait me prendre. Voilà, il savait quand est-ce qu'il fallait me choquer Mhm. avant un combat pour me mettre dans un certain état mental et quand est-ce que des fois il fallait me rassurer au contraire. Parce qu'en fait, voilà, c'est pas une question d'amitié ou quoi que ce soit, c'est juste une question d'arriver à ce que la personne pour laquelle on est là, en fait, arrive à performer. Quoi. Mhm. Bien sûr. Voilà.
C'est merci parce que c'est pas évident de dire tout ce que tu dis. Toi, tu le dis avec des mots simples, tu l'expliques et tu l'expliques avec beaucoup de vécu, ça se sent. Et c'est pas quelque chose qui est facile à transmettre, ce ressenti, cette adaptation. Et surtout, voilà, la confiance en soi, c'est quelque chose d'énorme. Toi, comment tu fais pour te redonner confiance en toi si tu arrives dans un combat et que tu sens que tu n'as pas tout à fait confiance en toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu vas utiliser de la visualisation, méditation? Je ne sais pas, qu'est-ce qui te correspond? Alors, très sincèrement, si ça arrive le jour J, je me suis jamais trop retrouvé dans cette, ou moi, du moins, j'ai dû Mm. prendre le relais, ou quand ça a dû m'arriver, ou ça m'est arrivé. En général, c'est plutôt mes hommes de coin qui, encore une fois, d'où l'importance des gens qui t'entourent, qui le font. J'ai encore coupé un peu les possibilités de débordement. C'était sur les 3 dernières années avec les séances d'hypnose aussi. Mm. Bien sûr. Voilà. Donc, encore une fois, c'était laisser le minimum de place à l'inconnu. Euh, Moi, je pense qu'encore une fois, c'était plus en amont. Mais en fait, quand je me rends compte, je faisais peut-être des exercices inconsciemment. En fait, moi, Mm. la veille, je faisais beaucoup de visualisation. Le jour J, je fais beaucoup de visualisation en général. En fait, c'était inconscient. C'était Mm. pas dans le sens, allez, il faut que je me fasse une séance de visualisation. En fait, j'aimais me mettre dans cet état et me revoir, m'imaginer des séances de combat, euh, voilà, à trouver les solutions techniques face à un problème, à me voir, c'est bête à dire, mais me voir en fait vainqueur à la fin d'un combat Mm. avec une ceinture mise autour de la taille. Non, mais C'est et hyper en fait, important. ouais, et en fait, je pense que c'est tout un processus. Et alors, question, tu te vois comment? Est-ce que tu te vois la première personne ou est-ce que tu te vois comme une caméra externe? Ça, c'est des Ah, choses moi, qui... je me vois la plupart du temps comme une caméra extérieure. Comme une caméra Je me vois extérieure. ouais, comme dans un film. Oui, comme si tu étais dans le public, en fait, presque. Ouais, c'est ça, c'est ça, Ouais. c'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que c'est selon les fonctionnements de chacun, ça correspond Ouais, plus ouais. dans la branche PNL de la chose, mais c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre. Et donc, du coup, tu disais, tu mets cette visualisation de façon intuitive, tu n'as pas eu Ouais. Oui, c'est besoin. ça, c'est Et, ça. et c'est vrai que c'est chouette parce que la visualisation est un super outil et je me demandais est-ce que tu l'as déjà utilisé une fois blessé la visualisation parce qu'on sait qu'aujourd'hui que ça a des effets pour pouvoir continuer à s'entraîner, garder les neurotransmetteurs en place, etc. Est-ce que toi, le jour où tu t'es blessé, bon, je sais, tu m'as dit que tu n'as pas eu de grosses blessures, mais il y a toujours des petites blessures qui surviennent. Oui, oui. Non, et non, 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 malheureusement, voilà, là, c'est des choses euh, que j'ai pas fait. Que j'ai pas fait, qui étaient aussi peut-être, à mon sens, peut-être un peu moins répandues aussi, Oui, bien sûr. entre guillemets. Il y a peut-être 10 15 ans de ça, c'était peut-être aussi un peu moins répandu. Donc non, malheureusement, j'ai pas bénéficié de tout ça, bien au contraire. Et mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que bon, après, voilà, il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a la sophrologie, il y a enfin, bon, voilà. Dans le milieu des sports de combat, c'est compliqué. Parce que voilà, on va pas tomber dans le truc, mais c'est le combat rituel, d'accord? Non, mais c'est ça, c'est le combat de coq. Voilà, Il y a c'est l'ego qui est là et puis... voilà. Moi, j'ai toujours aimé d'ailleurs, je sais pas si tu l'as lu, le très bon ouvrage de Henri Play qu'il avait fait, tu sais, où il y avait les points vitaux Oui, et la partie sur le côté justement des trois cerveaux. oui, Et mhm. voilà, j'ai trouvé cette partie-là Très sur les intéressante. points vitaux hyper intéressante. Et en fait, c'est ça, voilà, le combat typiquement sportif dans des combats comme ça, c'est du combat rituel. Oui, bien Bon, sûr. beaucoup aussi d'affrontements, même malheureusement dans la rue, enfin, malheureusement, C'est c'est souvent du souvent, rituel. heureusement, c'est souvent du rituel. Voilà, c'est lequel est le plus beau dessert, voilà, qui est le plus fort des côtes de coq, etc. Et en fait, avec ce côté-là, on a du mal des fois à se l'avouer. On se dit, voilà, c'est de la faiblesse. Mm, Alors qu'en fait, c'est bête. En mm. fait, c'est bête. Parce que justement, c'est paradoxal parce qu'en fait, dans toute notre pratique, enfin, moi du moins ce qui me concerne, là, on veut tous mettre toutes les chances de notre côté pour arriver à être hyper performant au niveau physique, au niveau technique, au niveau nutrition. Par contre, au niveau mental, ah ben non, 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 ben, niveau mental, on va faire ça à la freestyle. Et pourtant, c'est marqué comme étant la chose la plus importante. Quand on Oui, interviewe un combattant, c'est le mental qui fait la différence. mais combien de combattants, alors maintenant maintenant un peu plus, mais combien réellement on fait appel parce que souvent c'était comme ça, c'était un peu, ouais, si je dis ça, c'est qu'en fait quelque part je suis un peu faible.
Oui. C'est souvent interprété comme ça. C'est souvent interprété comme ça. Alors que souvent, c'est le mental qui flanche. Euh, des fois, des combattants qui ne vont pas combattre, c'est à cause du mental. Voilà, c'est le combat, pour moi, à la fin, ce n'est que du mental. Enfin, c'est que du mental. Il y a une base de technique et de physique, on est bien Mais ce qui d'accord. fait la différence, c'est le mental. On est bien d'accord. Voilà, c'est le mental. C'est hyper contradictoire parce que quand on regarde les arts martiaux, à la base, c'est vraiment l'art, entre guillemets, où on va utiliser des techniques qui sont létales. C'est quand même, enfin, c'est ce qu'on fait. Oui, oui, C'est quand tu montes dans un ring, effectivement, hein, ou dans une cage, tu vas dans un endroit où tu vas en prendre plein la tête, tu le disais tout à l'heure. Et il y a des risques ouais, de mort si on n'arrête pas. S'il n'y a pas un arbitre qui arrête, il y a des risques de mort. Et malheureusement, ça arrive. Pas, je dis pas que c'est fréquent, je dis pas que oui, oui, et c'est minime, mais ça peut arriver. Et donc, à contrario, ces techniques de préparation mentale ont toujours existé chez les combattants. La routine, tu vois, quand tu prends un cas oui, d'arts oui, martiaux, tu as la routine avec le salut, le machin, t'en as beaucoup qui ont gardé soit des méditations, tu as la visualisation, elle a toujours été, tu prends même les films aujourd'hui d'arts martiaux, elle est encore utilisée dedans, elle est mise en avant. oui, C'est de 90%, la sophrologie, les machins, il y a plein de choses qui sont utilisées dans les arts martiaux depuis toujours, mais effectivement, les combattants sont ceux qui ont le plus de mal à demander conseil sur ce point. ouais. Ben oui, mais parce que je pense qu'on est typiquement vraiment dans cet effet-là, quoi. C'est le fait de dire quelque part, alors que t'es une, je vais caricaturer, mais voilà, entre guillemets, que tu es un tueur, que voilà, tu es super fort, que tu bats tout le monde, tous les mecs à l'entraînement et que tu es une armoire à glace, entre guillemets, hein, tu vois ce que je veux dire, mais bon, voilà, que tu es prêt, techniquement, physiquement, tu es au top. Putain, aller avouer, entre guillemets, que j'ai besoin peut-être d'un petit coup de main parce que des fois ma tête, elle peut me jouer des tours. C'est voilà, certains vont mal le voir, mais on a tous, je pense, ça a été des fois un peu aussi la culture hein, qui a été un peu comme ça. Euh, après voilà, il faut passer outre, il y a l'entourage aussi, je pense, il y a voilà, moi, genre, ce que moi j'ai vécu, que je trouve qui n'était pas bon, j'essaye justement de l'éviter à tous les autres qui viennent ensuite pour justement leur éviter les problèmes éventuellement que l'on a eu. Donc voilà, moi je parle très librement quand j'ai quelqu'un qui me contacte, qui me dit, je dis, oui, ben, trouve un système, voilà, je sais rien, moi, la sophrologie, il y a plein de trucs, je trouve quelque chose qui au niveau mental va te satisfaire. Euh, voilà, ça peut être des fois même que de l'accompagnement très, très bête. Moi, je sais que des fois, ça aussi, ça arrive des fois pour les combattants, tu pars, t'as pas ton coach, Mm. ou t'as pas le coach que tu voulais. Bon, c'est compliqué des fois, hein. Mais il y a des fois, il faut mieux partir des fois avec un pote que partir avec un mauvais coach. Tout à fait. Hein. Quitte à la rigueur à ce que le mec dans le coin, bon, voilà. Mais c'est pareil, en même temps, tu prends quelqu'un que tu ne connais pas qui te dit, j'en sais rien, t'es nul, un coup de pied retourné, c'est pas du tout ta technique, tu passes ton combat à dire, vas-y, mais un coup de pied retourné en pleine tête. Qu'est-ce que tu me coaches, tu me demandes de faire un truc, tu me connais même pas. Enfin, et qui en plus, va te prendre la tête pendant les 2, 3 jours avant le combat, il te fout dans un état mental qui va te foutre en l'air. Moi, des fois, ça m'est arrivé avec des gens où en fait, ils me disaient, mais en fait, si j'avais su moi des combats, en fait, je serais parti avec un pote parce que je sais que par contre, et en fait, j'aurais été super bien. En fait, pendant les 2, 3 jours avant le combat, Tu seras arrivé détendu. bon, exactement. Exactement. Et c'est pour ça que des fois, certains me disent, putain, je comprends pas, j'ai vu un combattant, putain, le mec, il avait sa femme. Ben, parce que sa femme, elle lui va bien. Oui. Que sa femme, elle le connaît, qu'elle sait quand est-ce qu'il faut un peu lui rentrer dedans la veille du combat, et qu'elle sait très bien des fois quand est-ce qu'il faut, entre guillemets, voilà, aller le prendre dans ses bras, le rassurer, qu'il connaît. Elle Mm. connaît, voilà, ça fait, j'en sais rien, c'est la personne qui partage sa vie. Et voilà, c'est un ensemble de choses, mais ouais, moi, c'est un peu le regret que j'ai eu, c'est de ne pas l'avoir découvert plus tôt, ou oser le faire plus tôt. Oui, c'est peut-être osé, parce que j'ai l'impression que tu l'as assez vite compris, tu disais, mais Ouais, effectivement, c'est des choses, on n'ose pas forcément dire aux gens, écoute, je préfère ne pas être suivi techniquement, mais être bien émotionnellement. C'est ce que tu disais, c'est pas forcément tout le temps évident à assumer. c'est ça. C'est des choix, c'est pareil, t'es le gros dur, si t'es coaché ben, par ta femme, par exemple, ça donne quelle image peut-être, tu vois, il y a toujours cette image, Ouais. et c'est pas forcément évident, ouais. Mais merci de prendre ce temps, de parler avec autant de sincérité, parce que voilà, se livrer, c'est pas quelque chose d'évident, donc vraiment merci beaucoup. Avec grand plaisir.
Quel est ton meilleur souvenir dans ta pratique? J'en ai eu plein. Très honnêtement, j'en ai plein, j'en ai trop, presque je dirais, parce que comme je t'ai déjà dit, je regrette très peu de choses en Hmm. fait qui se sont passées. Donc Il n'y a rien qui te reste en particulier s'il y a pas un moment? non, mais alors si des bons moments, moi je dirais. Alors vraiment au niveau de la pratique, je parle pas. Je vais sortir du cadre sportif. Un beau souvenir, c'est pas un souvenir, c'est un cheminement. C'est en fait quand je me rappelle quand j'ai 16-17 ans que je découvre mon club donc à l'époque de Kenpo, que je rentre dedans et que je veux m'y mettre à fond de suite. Voilà, je veux m'investir à fond dans ce truc-là. Mais qu'en fait, tout te paraît tellement loin. Tu vois, au début, on est comme ça dans les arts martiaux, tu prends, on te dit un grade, tu vois, une ceinture noire, des grades supérieurs. Enfin, bon, voilà, voilà, moi, je voyais Patrick Lombardo avec une ceinture blanche et rouge. J'étais là, tu fais sixième dan. Oh, mais de quoi tu me parles? Euh, et en fait, moi, je suis content en me disant, enfin, content. Ouais, je suis satisfait, en fait, en me disant que, ben, bon, j'ai eu bien sûr ma ceinture noire qui a 2 ans ou 2 ans et demi en arrière, j'ai eu ma cinquième dan et que peut-être dans quelques années, je vais aller, c'est sûr que d'ailleurs je vais me présenter, mais que dans quelques années, je vais peut-être arriver en fait moi aussi à avoir, La blanche et rouge? ouais, et qu'en fait ça me paraît tellement fou. Enfin, tu vois, je me dis, mais en fait, j'aurais jamais pu croire ça. Tu vois, voilà, c'était pas un objectif. Et pour moi, en même temps, quand tu viens des arts martiaux traditionnels, c'est tellement un symbole de reconnaissance, entre guillemets. Je me dis, enfin, voilà, ça me paraît des fois irréel, quoi. Je me dis, je me revois en fait à 17 ans, arriver, entre guillemets, bon, à quel pot, il n'y a pas le système des ceintures de couleurs, c'était tout le monde la ceinture rouge, c'était les couleurs de barrette qu'il y avait dessus. Mais bon, voilà, l'équivalent de ceinture blanche, c'est qu'en fait, déjà, tu dis, oh, si j'ai ceinture noire, waouh, c'est un beau souvenir, tu vois, sur la longueur, Hmm. De te ouais, dire le chemin parcouru, de voir tout ouais, ça. voilà, voilà, du chemin parcouru. Ouais, mais Exactement. c'est un chouette retour. Ouais. Euh, et est-ce qu'il y a un mauvais souvenir? Il y a quelque chose que tu gardes en tête et que... Alors, réellement mauvais, c'est pareil, je suis toujours dans le truc. De toute façon, voilà, si je suis ce que je suis, c'est aussi pour les bons et les mauvais côtés. Et les mauvais côtés, ça forge toujours, voilà. Ce qu'il faut, c'est savoir analyser un minimum et rebondir, entre guillemets, là-dessus. Alors là, par contre, je vais revenir plus sur le côté carrière sportive. Ça a été peut-être des fois un peu trop bête et naïf. C'est-à-dire? Voilà. Ben, dans le sens où des fois, peut-être, déjà, j'ai cru des personnes trop facilement Hmm. pour ce qui était des fois des gestions de carrière, de management, quoi que ce soit, où j'aurais peut-être pas dû, qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Et ensuite, ça a été. Je regrette très très peu de combats que j'ai fait. Hmm. Mais effectivement, il y a des fois, j'ai regretté parce que, ouais, il y a des combats, en fait, voilà, t'es blessé, tu t'es pas préparé comme il fallait. Quand tu regardes après, encore une fois, avec le recul en arrière, tu te dis, en fait, j'étais complètement fou d'aller faire ça. Heureusement, ça s'est bien passé, ça a été, mais... Alors, en l'occurrence, ça s'est bien passé au niveau santé, Hmm. mais j'ai perdu. Hmm. Et on sait que dans le système aussi des combats professionnels, des fois une défaite, ça peut coûter très cher. Et c'est des fois sur ce côté-là. Ouais. Voilà, de me dire, en fait, pourquoi en fait, je suis allé faire un tel combat alors qu'en fait, quand je regarde, il n'y avait rien qui était aligné. Enfin, là, entre guillemets, si je veux jouer au marabout, j'avais tout contre moi, quoi. Enfin, bon, Hmm. voilà, qu'est-ce que je suis allé faire à ce truc-là? Mais c'est pas quelque chose d'évident et c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup en France, justement, la gestion de carrière. Parce que ben, l'argent, des gens n'aiment pas ça. Donc, qui dit carrière dit ben, il y a de l'argent derrière. Pas forcément des. Je dis pas que les combattants gagnent des 100 et des 1000. Loin de là, rassurez-vous, vous ne serez pas millionnaire en devenant combattant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose. Tout ce qui est management, etc., en France, on n'aime pas. Malheureusement, quand on est combattant, il faut s'y préparer aussi. Ça fait partie des choses. Oui, Il y a pas d'école pour se préparer à ça. Et donc, ben, non, parfois, on tombe sur des gens qui ne sont pas formés aussi, qui ne vont pas forcément penser à mal, hein, mais qui peuvent mal accompagner. Et moi, il y a un livre que j'ai trouvé très intéressant là-dedans. C'est le livre de Tom Duquesnoy. Je ne sais pas si tu l'as lu. MMA. non, non. On m'en a parlé,
t'es encore une autre personne qui m'en parle et Il est sympa. Alors, je vais y pour pencher moi, dessus. il reste quand même dans les bases, entre guillemets, hein. Il est très intéressant. Par contre, je pense que pour quelqu'un qui envisage une carrière pro, c'est le b a ba, quoi. Ça permet de se préparer, de savoir, il y a un peu de questions de gestion de carrière, quel combat accepter, etc. Et je trouve ça bien qu'il ait fait ça. Et ça m'amène à une question. Quand est-ce que tu sors un livre, toi, sur ta carrière, avec des conseils? Et alors, ça a été un sujet qui a été évoqué avec un ami qui est déjà un peu dans ce milieu-là. Et je pense que ça va arriver. Ah, Je ça sais c'est pas chouette. quand, mais Oui. je pense que oui, parce que très souvent, en étant honnête, des fois sur les interviews, alors le problème en fait c'est le format. Hmm. Je sais pas en fait sous quel format le faire, parce que mais en même temps, tu peux faire aussi un format un peu fourre-tout, où d'un côté il y a le côté, parce qu'on vient un peu de parler Hmm. aujourd'hui, mon expérience et mon ressenti, on va dire sur le côté assez académique, quoi, sportif, technique, etc., etc., préparation physique, etc., et tout ça et un côté anecdote. Parce Hmm. qu'en fait, Tu dois j'ai en avoir un voyagé paquet. ouais, voilà, j'ai voyagé sur les 5 continents, ça a duré pendant plus de 20 ans, des anecdotes, j'en ai mais à l'appel. Et voilà, je dirais presque chaque combat, tu as une anecdote, en fait, parce que tu as toujours un truc qui se passe, bon, enfin, bref. Et ouais, c'est un projet, mais voilà, j'aimerais arriver à bien le faire. Tu vois, après, je n'ai pas aucune prétention au niveau de l'écriture. Hein. Ou peut-être, d'ailleurs, ce sera peut-être pas moi qui l'écrirai Hmm. directement. Enfin, ça sera mon truc, mais ce sera peut-être pas moi qui Bien sûr, mais l'écrirai. tu peux te faire accompagner, tu peux, il y a plein de choses, Voilà. ouais. Mais oui, parce que je pense qu'en même temps, c'est quelque part, si ça peut être utile. Hmm. Et je pense que ça Euh, peut l'être. voilà, parce que moi, entre guillemets, oui, j'arrive maintenant à parler de choses que peut-être il y a 10 ans en arrière, je n'osais pas parler ou avouer. Maintenant, je le fais beaucoup mieux. C'est l'avantage d'être un peu plus sage, un peu plus âgé. Mais Mettez-lui en commentaire, allez l'harceler pour qu'il nous fasse son livre. Non, c'est vraiment quelque chose, voilà, tu fais partie des personnes dont j'aimerais bien lire le livre. Il y en a plusieurs, hein, mais voilà, si ça sort, je l'achèterai. T'as déjà une première vente. ah, ça se lance bien alors. C'est bon. Qu'est-ce que le côté, tu parlais justement du côté traditionnel tout à l'heure, voilà, le passage de grade, etc. Qu'est-ce que ça a apporté à ton côté compétitif? Est-ce que ça t'a apporté de la sérénité, gestion du stress ou pas du tout? Ça t'a fait vraiment, t'as scindé l'un et l'autre du point de vue mental? Non, parce que pour moi, tout est intime. Enfin, encore une fois, pour moi, c'est un ensemble global. En fait, je dissocie très peu de choses en fait sur tout cet aspect. Le côté tradi du Pankido ou avant du Mm, Kenpo, en même temps, on était vraiment pour moi, dans une telle logique de continuité qu'en fait, ça n'a pas été qu'au niveau technique. mm, Ça s'est forcément transposé d'une manière très naturelle, mm. on va dire, sur le côté sportif, MMA. Euh, et entre guillemets, c'est ce que je souhaite, entre guillemets, et qui arrive pour le MMA à terme. Mm. C'est peut-être pas gagné. Avec des personnes comme toi, des personnes comme Tom qui poussent dans ce sens-là, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Faut pas perdre espoir. Ouais, ouais, non, mais après, je vais pas, alors ce que je vais dire, c'est pas du tout pour cracher dans la soupe, parce que je n'ai aucune raison de cracher dans la soupe. Le MMA a été enfin reconnu en France, bon, il était temps. Ils ont fait un très bon travail, d'ailleurs, ils ont mis un système de grade. Mm, Ça, je trouve bon, déjà qu'il y a un peu une obligation au niveau du ministère. Hein. Il faut que les arts mm, martiaux et les disciplines en fait, on puisse juger de l'évolution en fait, des pratiquants avec des grades. Donc, tout le monde, même la boxe anglaise, a un système de grades. Bon, ça, à la rigueur, je trouve ça très bien. Et peut-être que ça va aussi un peu reposer les choses. Je vais faire le vieux con, mais le système traditionnel a du bon. mm. Tu vois, dans le sens, tu sais qui est qui, et tu as un peu une hiérarchie. Dans une société où maintenant c'est des fois devenu un peu compliqué, et c'est un peu ça aussi dans les nouvelles disciplines dont fait partie le MMA. En fait, il y a de telles différences en fait, et justement, des fois c'est bien de marquer la différence. Tu vois, comment tu te places dans une salle selon ton grade, Oui. tu vois, dans le rang. Mm. Tu vois, non, mais c'est bête, ça peut paraître bête, mais d'un autre côté, enfin voilà, en fait, les seules fois où une ceinture blanche est avec la ceinture noire, c'est quand en fait ils sont que les deux au cours. Mm. Oui, c'est ça.
Tu vois, c'est pas méchant. C'est encore une fois, rien n'est péjoratif. Mais c'est les décalages que du coup ça peut créer des fois au niveau des pratiquants, dans leur tête, tu vois, au niveau de leur subconscient. Oui. Et moi, je trouve que le système tradit a du bon. Il faut le mettre en avant. Là, ils ont mis en place des systèmes de grades. Alors, on va voir comment ça va être fait, ça va être mis en place. Réellement, on n'en est qu'au début. Mais voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Le MMA est, contrairement à son nom qui comporte encore le terme d'arts martiaux, et pour moi, vraiment passer d'un côté, je dirais plutôt mental au niveau boxe. Oui, sportif, sur le côté plutôt Voilà, sportif. tu vois, très, très sportif. Voilà, c'est un côté qui me manque un peu. Et alors, c'est peut-être aussi lié à ma génération, mais nous, on était des pratiquants d'arts martiaux qui sont allés combattre en MMA. Hmm. Oui, tu as fait le chemin inverse. Et voilà, et maintenant, voilà, j'ai l'impression qu'il y en a qui font du MMA comme s'ils étaient allés faire du surf. Enfin, voilà, quoi, c'est tout le système qu'il y avait dans les arts martiaux, Les valeurs toutes qui sont le les côté. valeurs, les codes, tout ce qui a été codifié dans les arts martiaux, qu'on retrouve en fait de moins en moins dans le milieu du MMA. Mais ça, c'est aux enseignants. Après, tu parlais de boxe tout à l'heure, mais il y a moi des cours de boxe auxquels j'ai assisté, et les enseignants véhiculent plus de valeurs que dans certains cours d'arts martiaux auxquels j'ai assisté. Je suis tout à fait d'accord. Ça dépend des enseignants, et là, c'est là, je suis d'accord avec toi, il y a une carte à jouer au niveau de la fédération et du passage d'enseignant, enfin du diplôme d'enseignant, qui va Ouais, ouais, être important. ouais, Mais ouais, ouais. ça, c'est un tournant, comme tu le disais, donc il faut espérer que ce soit pris dans ce sens-là. On verra bien. Nous verrons, nous verrons bien. On va terminer cette interview avec les deux questions habituelles. Donc, je vous rappelle avant de terminer, vous avez en lien, bien sûr, tous les réseaux de Anthony pour le suivre, pour être au courant de quand est-ce qu'il sortira son livre. Donc, du coup, Facebook, Insta, il y aura tout. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu aborder sur la prépa mentale et qu'on n'a pas abordée? Non. Et toi, tu as une question que tu aurais voulu me poser sur la prépa mentale? Alors, ça aurait été justement pour les gens comme moi qui connaissent beaucoup moins. En fait, qu'est-ce que tu peux me dire en fait de la PNL. Je vais y arriver. PNL. Alors, la PNL, programmation neuro-linguistique, c'est en fait, pour moi, la PNL, c'est quelque chose que tout le monde pratique à un degré plus ou moins élevé. C'est le fait de réussir. La première chose, c'est réussir à se connaître soi-même et à comprendre et à connaître les autres de la façon dont ils dialoguent. On parlait tout à l'heure de non-verbal. Ben, c'est exactement ça, la PNL. C'est comment est-ce qu'il se situe, comment est-ce qu'on visualise les choses, nous, à l'intérieur. C'est pour ça que je te demandais comment est-ce que tu te situes quand tu visualises, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Et ça va être après tromper, entre guillemets, ton cerveau pour faire changer les émotions. Je vais te prendre un exemple concret. Toi, quand tu te vois en tant que vainqueur, etc., tu te vois du point de vue de l'extérieur. D'accord? Ouais. Si à 6 mois du combat, tu commences à te dire j'ai pas confiance en moi, etc. Et que là, tu commences à te visualiser, si ça se trouve, tu vas te voir plutôt à la première personne, tu vas plutôt voir une image qui va être grise, qui va, tu vois, tu vas plutôt la voir petite plutôt que de la voir grande. Et avec la PNL, en changeant le format, en changeant la couleur, etc. En fait, c'est tout un travail hein, derrière, mais Oui, oui. et en changeant ça, en utilisant une encre. Je ne sais pas si tu connais le principe des encres. Euh, Non. Une encre, ça peut être c'est un stimuli, pardon. Donc ça peut être un pincement, ça peut être se frotter l'oreille. Il y en a plein qui en ont. Il y en a qui se tapent la tête beaucoup. J'ai vu des combattants qui aiment bien se taper la tête contre le mur doucement avant le combat, qui ont tendance à faire ça. Ça va être ça. Et en fait, on va assimiler l'image positive au stimuli et on va Ouais. provoquer le stimuli Ouais. pour effacer l'image négative. Je sais pas D'accord. si j'arrive à être clair, Oui, oui, mais oui. imagine par exemple, Ouais, ouais. peut-être quand tu étais petit, quand tu étais triste, ta maman te passait peut-être la main dans les cheveux d'une façon. D'accord? Ouais. Eh bien, si elle venait à faire ça sans que tu sois triste, mais elle arrivait quand même à te consoler. Même imaginons un jour tu es concentré, tu es sur autre chose, elle te passait et ça te faisait quand même un effet. Tu ne disais pas, je sais pas pourquoi, mais Oui. clac, eh bien, ça c'est de la PNL. Tu vois? D'accord. Ça c'est de la PNL. Ce changement d'émotion par un stimuli, ça c'est de la PNL. Ouais. Donc voilà, après, il y a plein de côtés sur la PNL, comme je te disais. Il y a repérer la façon, selon les gens où ils posent les yeux, ça veut dire qu'ils sont dans certaines façons de penser. Ouais. Voilà, et donc après, c'est réussir à utiliser la même façon de penser. Par exemple, il y a des gens qui sont visuels, donc ils vont utiliser beaucoup tu vois, etc. Des gens qui sont auditifs, qui vont dire plus j'entends. Et des gens qui sont plus sensoriels, qui vont dire je ressens ou je sens. Et donc, toi, en utilisant D'accord. le même langage petit à petit, sans vouloir en faire trop,
Mais tu vas réussir, en fait, à les toucher plus. Tu vois, que si tu restes, si lui il est sur du visuel et toi tu es sur par exemple, de l'auditif, et tu vas pas réussir à le toucher de la même façon. Donc voilà, la D'accord. PNL, c'est vraiment utiliser tout ça pour jouer sur ses émotions. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Oui, oui, non, mais dans tous les cas, c'est très intéressant. Ça m'a bien envie de m'y intéresser un peu plus, tu vois. Voilà, après, si vous voulez, vous, des conseils, ou même si toi, tu as besoin, tu me dis, je ferai un article ou des vidéos dessus. Je vous mettrai en lien, il y a 2 livres qui sont pas mal. Il y en a un qui est vraiment le B.A.B.A., la PNL, je ne me souviens plus du titre, qui est vraiment, alors lui, c'est le B.A.B.A., il donne les grandes bases, etc. Et il y en a un deuxième Ouais. qui est une méthode complète de Anthony Robbins, qui est connu maintenant à travers tout le monde, pouvoir illimité. Et là, il y a vraiment toute la méthode de PNL, ça fait 500 pages. Et si on s'intéresse au sujet, ça vaut le coup de prendre le temps de lire. D'accord. Eh ben, écoute. Anthony, merci pour ce temps que tu as pris. Maintenant, c'est à Ben, vous de jouer. Il faut partager. Il a pris du temps pour vous donner son ressenti, ses émotions. Donc, s'il vous plaît, partagez sur les réseaux sociaux si ça vous a plu. Likez. N'hésitez pas à aller suivre Anthony. allez, merci beaucoup, Marvin. Merci à tous. Bye bye. On vous dit à très vite. Tchoubaï. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.